Sénat, projet de réforme des collectivités locales. Lille, les socialistes européens lancent leur campagne électorale. Reprise du terrorisme à Rome, un magistrat assassiné. Élection américaine, rien de changé pour Carter, mais l'ombre de Ted Kennedy plane déjà sur les prochaines présidentielles. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous le voyez, le Parc des Princes est déjà aux 3/4 plein pour vous accueillir tout à l'heure en direct sur Antenne 2 et en compagnie bien sûr de Bernard Perret, Thierry Roland. Vous accueillir pour la retransmission de France-Espagne à 20h30 précise. Donc, pas de temps à perdre. Et commençons tout de suite par le titre numéro 1 de l'actualité de ce mercredi, le Conseil des ministres. Un Conseil des ministres en forme de bilan économique. Le chef de l'État a estimé que le travail patient et sans bruit des Français commençait à porter ses fruits. On le constate, a-t-il dit, à la solidité du franc et à l'amélioration du commerce extérieur. Toutefois, l'effort doit se poursuivre dans deux domaines. Encore un peu plus d'exportation, et puis l'année prochaine, un soutien à l'activité du bâtiment et des travaux publics. Effort qui devrait permettre d'embaucher et donc d'améliorer le marché de l'emploi. Bref, comme l'a dit à la sortie du Conseil le Premier ministre, la France avance sur la voie de l'assainissement. Raymond Barre. Dans l'ensemble, l'économie française avance sur la voie de l'assainissement. J'ai espoir que cet assainissement prendra fin dans le courant de l'an prochain et que sur la base de cet assainissement, l'investissement privé pourra démarrer à nouveau et par conséquent, la situation de l'emploi s'améliorer. Merci beaucoup. Merci. Il y a quelques semaines, la réussite de la politique économique de Raymond Barre était contestée et pas seulement dans l'opposition. Dans la majorité, certains experts économiques et certaines personnalités politiques posaient parfois assez crûment la question: est-ce que Raymond Barre ne va pas connaître un demi-échec, voire même un échec? Depuis quelques jours, le ton a changé brutalement avec l'apparition des derniers indicateurs économiques, notamment celui des prix. Par exemple, l'indice des prix de la CGT pour le mois d'octobre n'est que de 0,6%. C'est la même hausse qui avait été enregistrée en septembre par l'INSEE. L'inflation se ralentit. Autre ralentissement, la hausse des salaires horaires qui serait inférieure à 3% au troisième trimestre. Les produits Made in France se vendent bien et notre commerce extérieur est un point fort de la conjoncture. Pour les 9 premiers mois de l'année, un excédent de près de 2 milliards de francs contre un déficit de plus de 10 milliards l'an passé. En revanche, l'activité industrielle s'est stabilisée. Toutes les usines ne tournent pas à la même vitesse et les industriels investissent encore peu. Le point noir, toujours le chômage. L'amélioration de la situation de l'emploi est difficile, mais l'économie française paraît être en situation favorable si les pays européens connaissaient une reprise économique, comme c'est le cas en Allemagne. Aujourd'hui, l'Allemagne qui est notre premier client. J'ajoute que le Conseil des ministres a fait un autre point, celui de l'application de la loi Royer sur le commerce. Le gouvernement est satisfait de son fonctionnement au bout de 5 ans. Nous entendrons Jacques Barrot, le ministre responsable, aujourd'hui dans notre dernier journal. Puisque nous parlons du soutien à l'activité du pays, je voudrais vous annoncer cette opération qu'Antenne 2 lance en compagnie de la BBC, c'est-à-dire la chaîne anglaise, et puis de l'ARD, une station allemande. C'est un concours européen donc destiné à sélectionner et à récompenser une ou plusieurs PME entreprenantes et originales. Je ne vous en dis pas plus sur le moment, je dévoilerai l'ensemble de l'opération demain en compagnie de Louis Berriot et de nos correspondants à Londres et à Bonn. Un concours dont on peut trouver demain le règlement dans 2 magazines économiques, l'Usine Nouvelle et le Nouvel Économiste. Les travaux parlementaires maintenant, et pour une fois priorité aux sénateurs qui, les premiers, ont dégrossi le dossier de la réforme de la fiscalité locale. Une réforme d'importance, vous le savez, c'est l'un des grands desseins de l'Élysée pour les mois à venir. Il s'agit de donner davantage de responsabilités aux maires, car grosso modo ce que l'on appelle les collectivités locales, c'est tout simplement les communes, davantage de responsabilités et aussi davantage d'argent. C'est en tout cas ce que demandent tous les maires. L'un d'entre eux, qui précisément est un sénateur, de surcroît une femme, Brigitte Gros, maire de Meulan, pas très loin de Paris, a servi de guide à Bernard Pradino. Bernard Pradino qui, de son côté, s'est un petit peu transformé en instituteur pour essayer de nous faire comprendre de la manière la plus concrète possible où est le problème et où sont les solutions. À quoi sert le budget d'une commune, comme celle de Meulan, près de Paris, où nous sommes actuellement? À la vie quotidienne des habitants, de tous les habitants, de la naissance jusqu'à la mort. La commune fait fonctionner toute une série d'équipements. L'hôpital d'abord, avec la maternité pour la naissance, puis la crèche, l'école maternelle, l'école primaire,
le CES, le lycée. Il faut penser aux loisirs des jeunes avec la piscine, le stade, la maison des jeunes, les clubs, les associations. Il faut aussi s'occuper des personnes âgées, des personnes isolées. C'est la maison de retraite, la construction de la maison de retraite. Et il y a aussi finalement le cimetière. Pour faire fonctionner tout cela, la commune a besoin d'argent. D'où vient l'argent? D'abord de l'État. L'État fait déjà fonctionner certains équipements. De plus, il donne de l'argent aux communes, subventions ou dotations. Plus la commune est riche, moins l'État donne d'argent. Ensuite, la commune perçoit directement des taxes prélevées sur les habitants. Il y a 4 taxes principales. La taxe d'habitation. Elle correspond à la taille, au confort de l'appartement ou de la maison. Tous les habitants de la commune la paient. La taxe professionnelle, c'est l'ancienne patente. Elle est prélevée sur les entreprises et les commerçants, calculée selon la valeur du matériel et la masse des salaires. C'est celle qui rapporte le plus s'il y a beaucoup d'usines et de commerces. La taxe foncière non bâtie, c'est la taxe sur le terrain, le jardin du citadin, assez rare, le champ de l'agriculteur, calculée selon la dimension du terrain. La taxe foncière bâtie, l'idée est de taxer la valeur de ce qui est construit, la valeur d'un immeuble. Elle est compliquée à calculer. Plus quelques taxes considérées comme annexes, comme par exemple la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères. Mais il y a une grande différence entre les communes. Vous avez les Français riches et les Français pauvres. Et vous avez des communes riches et des communes pauvres. Si vous prenez par exemple le cas de Meulan, qui n'est pas une commune où il y a une implantation industrielle, par rapport à une ville voisine qui a Renault-Flin, avec 20 000 ouvriers, eh bien, quand cette commune touche 100 francs par habitant, Meulan touche 4 à 5 francs. D'où la disparité et l'inégalité entre les communes. Donc, l'inégalité du cadre de vie entre les habitants. Ça veut dire que la commune plus riche peut s'offrir des équipements que vous ne pouvez pas vous offrir. La commune plus riche peut s'offrir des équipements, peut faciliter la vie associative par des subventions, peut demander moins cher aux parents quand on envoie les enfants en classe de neige, peut faire une série de choses. Et en plus, la taxe d'habitation, regardez ce pavillon, eh bien, la taxe d'habitation sera plus chère à Meulan qu'à Aubergenville. C'est ça l'inégalité que nous dénonçons. La réforme veut bien entendu améliorer le système. Donner par exemple une plus grande liberté aux communes qui pourront fixer elles-mêmes leur fiscalité, fixer librement le montant de chacun des impôts. La seule chose valable, c'est que les conseils municipaux sauront exactement combien ils augmenteront les impôts sur les fiches jaunes de leurs contribuables. Mais c'est une liberté plus que relative. La réforme voudrait établir une plus grande égalité entre les communes. Par un système de péréquation, les communes riches donneront de l'argent aux communes pauvres. Un fonds sera créé, une sorte de banque. Les communes qui touchent par exemple beaucoup de taxes professionnelles donneront une partie de leurs ressources aux communes qui n'en ont pas. Enfin, l'État donnera globalement plus d'argent aux communes. Globalement, cela veut dire sans surveiller de façon tatillonne la réalisation de tel ou tel équipement. C'est, à mon avis, le seul point de cette réforme qui a une vraie valeur, où les communes pauvres toucheront plus de dotations globales. Donc, il y aura un meilleur équilibre des finances locales entre les communes qui ont des activités économiques et celles qui sont en réalité des villes dortoirs. Le problème de fond n'est pas abordé dans cette réforme. Si vous prenez l'Allemagne, si vous prenez l'Angleterre, ils ont 40%, les collectivités locales ont 40% des recettes de l'État. La France n'a que 20%. Donc nous restons dans un système terriblement centralisé de l'État par rapport aux collectivités locales. Il n'y a pas une vraie liberté, une vraie autonomie des communes. La réforme de la fiscalité des collectivités locales devant le Parlement est la réforme des ressources de la commune, de l'argent dont elle a besoin. Il y a encore une réforme à faire, celle des compétences, c'est-à-dire la répartition des pouvoirs entre l'État et les municipalités et les maires. Cette réforme sera examinée seulement au printemps prochain. Et d'ici là, plusieurs conseils des ministres. Voilà donc pour les travaux des sénateurs. Chez les députés aujourd'hui, examen du budget de l'agriculture. C'est traditionnellement le budget où se trouve inscrit le maximum d'orateurs. 50 tout juste cette fois-ci, les électeurs y sont toujours sensibles.
Les députés seront, je pense, attentifs au malaise des éleveurs de porcs qui ont abattu des arbres et des poteaux télégraphiques la nuit dernière près de Boulogne-sur-Mer, et puis qui surtout ont manifesté toute la journée à Pontivy, dans le Morbihan. Selon les organisateurs, il y avait là 7000 agriculteurs en colère. Les CRS sont intervenus. Autre intervention des forces de l'ordre à Brest, dans les dépôts de carburant bloqués par des pompistes grévistes. On nous signale que l'essence commence à manquer aux alentours de La Rochelle. En tout cas, dans les grandes surfaces, il n'y a plus de super. À nouveau la grève demain dans les ports et dans les docks, mais une grève de 24 heures décidée par la CGT. Et puis dans les aéroports parisiens, la grève des agents a été reconduite et s'est durcie aujourd'hui. Gêne pour les usagers, mais pas de perturbation dans le trafic. Avec nos envoyés spéciaux à Lille maintenant, les journées européennes du Parti Socialiste. Européennes car s'y retrouvent les 9 PS de la communauté, plus les 3 représentants des pays candidats à l'entrée dans le marché commun. S'il faut résumer, c'est l'unité dans la diversité, non à l'Europe des marchands, on dit les socialistes, oui à celle des travailleurs. Nous ne voulons pas détruire l'identité nationale de nos peuples, qui est une source profonde de leur force et du dynamisme européen. Nous voulons y ajouter une identité européenne. Tous les partis politiques français siègent actuellement à l'Assemblée européenne. Mettons donc de côté les faux semblants. Il ne s'agit pas de dire que demain, on fera ou on ne fera pas l'Europe des 9. Elle est là. Et il s'agit simplement de savoir ce que l'on va en faire. C'est le programme commun de gouvernement de la gauche qui disait que le gouvernement de la gauche, si les Français le choisissait, aurait pour mission essentielle de parfaire et de poursuivre l'action européenne dans le cadre de ses institutions. Ces journées de Lille ressemblaient en définitive davantage à une sorte de célébration socialiste et européenne qu'un congrès politique ou même qu'un colloque. Le fait politique important demeure que le Parti socialiste a voulu lancer sa campagne européenne en liaison très étroite avec l'ensemble des partis socialistes européens. Bien sûr, il garde son originalité, il conserve sa stratégie et il entend bien que ses futurs élus à l'Assemblée européenne aient leur liberté de vote. Mais les liens se sont renforcés et cela aura des conséquences sur la vie politique intérieure française, en particulier dans les rapports entre partis communistes et partis socialistes. On peut dire que la campagne entre ces deux partis sera certainement dure et qu'elle a même déjà commencé. Et puis sur le plan européen, si les liens sont renforcés, les divergences demeurent et la question qui se pose aujourd'hui est de savoir si tous les partis socialistes européens vont donner le même contenu au slogan qui a été lancé à ces journées de Lille, l'Europe des travailleurs. Pas d'image en provenance d'Iran ce soir. Le calme a régné sur la capitale, mais le sang a à nouveau coulé en province, faisant 5 morts à 200 km de Téhéran. Mais l'information la plus importante vient de nous parvenir il y a 2 heures, c'est l'arrestation de l'ancien Premier ministre, M. Hoveyda. M. Hoveyda a été très longtemps l'homme le plus proche du Shah, 12 ans Premier ministre et depuis 2 ans ministre de la Cour, c'est-à-dire pratiquement confident du souverain iranien. Pourquoi son arrestation? Dans le cadre de la lutte contre la corruption, répondent les militaires. Il n'empêche que l'on s'étonne beaucoup en Iran. M. Hoveyda avait voulu une certaine libéralisation du régime et on peut se demander si le Shah ne devient pas l'otage des militaires qu'il a installés au pouvoir. Et puis une autre arrestation qui inquiète là-bas, celle d'un réalisateur de cinéma et de télévision, Parviz Kimyavi, arrêté alors qu'il filmait les événements de lundi. Deuxième titre de l'actualité étrangère, les États-Unis. Avec les résultats des élections au Congrès et puis pour les postes de gouverneurs, les démocrates se sont bien tenus. Ils ont perdu seulement une dizaine de sièges, ce qui est beaucoup moins que la moyenne habituelle, et ce qui représente surtout un assez joli succès personnel pour Jimmy Carter. C'est en effet Jimmy Carter qui paraît le grand vainqueur indirect de ces élections du milieu de son mandat, car il est traditionnel que le parti du président y subisse des pertes importantes. Certes, les démocrates perdent une dizaine de sièges à la Chambre des représentants, 3 ou 4 au Sénat, mais leur majorité parlementaire reste plus que confortable.
Le succès du sommet de Camp David et les récentes décisions économiques du président ont sans doute influencé le vote des Américains. Quelques battus de marque comme Edward Brooke, qui était le seul sénateur noir, mais aussi l'élection d'une femme au Sénat, où il n'y en avait pas. Les grandes vedettes politiques comme Jerry Brown en Californie ou Howard Baker dans le Tennessee ont été facilement réélus. J'ajoute pour l'anecdote que Philippe Châtenay a oublié de vous dire que M. John Warner venait d'être élu sénateur de la Virginie. Et si je vous dis cela, c'est que M. Warner est à la ville, le mari de la très charmante Elizabeth Taylor. Cela dit plus sérieusement, le succès de Jimmy Carter lui donne davantage de chance encore pour une réélection possible dans 2 ans. Le dernier sondage lui donnait 23% de suffrage contre 20% à Ted Kennedy et 18% au républicain Ronald Reagan. Mais Jimmy Carter n'a pas trop de soucis à se faire, en tout cas quant à une candidature du 3e des Kennedy. Ted Kennedy ne veut pas se lancer dans la course au présidentiel. Il l'a encore répété à notre correspondant particulier, Jacques Sick. Être Kennedy. Être Kennedy, est-ce être prisonnier du rêve, du non? Kennedy, enrobé par les notes, fausses, mais qu'importe, de l'hymne américain et du rêve américain. Mes amis, je suis heureux de me retrouver de nouveau avec vous, au Kansas, qui a été toujours chaleureux avec moi, avec les membres de ma famille, avec mes frères. Edward Kennedy, ainsi donc, quand l'Amérique le regarde, lui parle, s'accroche à sa main, est d'abord Kennedy, relié par les fils du destin à ses frères. Et en lui, c'est la vie qu'on contemple. La vie qu'il faut préserver. Edward Kennedy ne veut pas de garde du corps, se souvenant sans doute des paroles de son frère, le président. Si on veut me tuer, aucune mesure de sécurité ne l'empêchera. Mais quand Edward Kennedy se déplace, les précautions qui l'entourent sont celles d'un chef d'État. Je ne suis candidat à rien. J'ai été réélu sénateur il y a 2 ans et cela me suffit. Un confrère américain prolonge ma question. Il y a-t-il des conditions qui feraient de vous un candidat à la présidence? Non, le président Carter va se représenter, je vais l'appuyer, je pense qu'il sera réélu, car il a obtenu de bons résultats au Proche-Orient notamment, et en politique intérieure. Même si les sondages vous portaient largement en tête, quand bien même les sondages me porteraient-ils en tête? En ce moment, Kennedy fait campagne, ici pour le candidat sénateur Bill Roy du Kansas. Mais un Kennedy peut-il toujours courir, comme on dit ici, pour les autres? Une autre aventure peu commune, celle d'Indira Gandhi, à nouveau au Parlement. L'ancien Premier ministre indien battu aux élections générales il y a 1 an et demi, savoure aujourd'hui un début de revanche. Elle a en effet été élue hier soir députée lors d'élections partielles dans le sud du pays. Italie, le terrorisme a frappé de nouveau ce matin. 3 morts, un magistrat, son garde du corps et son chauffeur dans une voiture criblée de balles par un commando qui avait bloqué la route à Frosinone, à une 60aine de kilomètres de Rome, avant de disparaître, laissant derrière lui un 4e cadavre, l'un des leurs. Un attentat qui vient d'être revendiqué par l'organisation d'extrême gauche Prima Linea. Ce triple assassinat pose à nouveau au premier plan le problème du terrorisme et de l'ordre public en Italie. Victor Vraman, notre envoyé spécial là-bas, a essayé de trouver les raisons de cette nouvelle vague d'attentats. En comptant l'attentat de ce matin près de Rome,
31 personnes ont donc été tuées cette année par des terroristes. Ont été tués des magistrats, comme aujourd'hui, des policiers, des industriels, mais aussi des cadres moyens. Et ce qui frappe justement, c'est que les victimes sont le plus souvent des personnes modestes, inconnues. Qu'est-ce qui fait que telle ou telle personne devient la cible des terroristes? Il faut comprendre que les brigades rouges ont des critères souvent tout à fait locaux. Délimités. Par exemple, faisons un exemple concret. Ils ont dans une usine, dans une chaîne de montage, enfin, ou dans un groupe d'une usine, ils savent qu'il y a des gens, des ouvriers qui sont favorables théoriquement à entrer dans la clandestinité ou à faire une certaine activité politique d'extrême gauche et qu'ils hésitent. Ils savent aussi que dans cet endroit, il y a un chef, comme ils disent, un dirigeant particulièrement non aimé ou détesté par les ouvriers ou qui a fait quelque chose de particulier. Alors, ils frappent cet individu en particulier. L'opinion publique se demande qui est cet individu, personne ne le connaît, pourquoi le frappe-t-il, mais les 50 personnes qui sont autour de lui comprennent bien pourquoi les brigades rouges ont frappé celui-là. Alors ils font une espèce de propagande à travers l'action, et ça c'est une explication pour une certaines opérations qu'ils font, qui sont tout à fait localisées. Et ensuite évidemment il y a les opérations à plus grand rayon, les opérations nationales, comme l'enlèvement de Aldo Moro. Il y a les morts et les blessés, mais il y a aussi les attentats contre les sièges des partis politiques, les usines, les bâtiments publics ou les écoles. En Italie, le terrorisme frappe tous les jours, n'importe où, les personnes et les biens. C'est un ensemble. Qui sont ces terroristes qui posent des bombes ou qui tuent? Peut-on établir un portrait robot du terroriste italien? Il y a par exemple évidemment l'ancien étudiant de 68, le théoricien. Il y a aussi le jeune ouvrier venu du Sud qui ne veut pas s'insérer dans les structures traditionnelles des syndicales, qui n'est pas content de l'action du Parti communiste. Il y a tout un côté d'anciens militants, d'anciens staliniens. Il y a aussi un côté de jeunes communistes déçus par la nouvelle ligne du parti. Il y a il n'y a pas un prototype de terroriste, à mon avis. Personnellement, vous pensez que le terrorisme va s'essouffler en Italie ou bien ça va au contraire s'aggraver? À mon avis, ce qui peut se passer, ce qui est intéressant d'observer, il sera intéressant d'observer dans les prochains temps, c'est qu'en Italie, en ce moment, les gens s'habituent, se sont habitués. Maintenant, ils se sont même habitués aux morts. Alors, ça, c'est important parce que les terroristes vont, tôt ou tard, se rendre compte de cette chose et se trouveront devant le problème de changer de stratégie, de changer quelque chose. Et on va voir ce qui va se passer. Par un vent très froid et un ciel gris et bas, départ ce matin de la marche des paysans du Larzac, rassemblés sur le plateau de la Blaquère. Une vingtaine de marcheurs, accompagnés de nombreux amis, ont, vous le voyez, entamé leur montée vers la capitale. Les marcheurs arriveront à Paris au terme de 22 étapes au début du mois prochain. Ils espèrent être reçus par le chef de l'État, dont ils attendent qu'il mette un terme à l'extension du camp militaire du Larzac. Mais vous savez que Yvon Bourges, le ministre que nous avons interrogé là-dessus lundi soir, ne leur a pas laissé beaucoup d'espoir. À ce moment du journal, je voudrais vous parler d'une initiative de la Ligue française contre le cancer. Cette association met en vente une rose, la rose Joël, du nom d'une petite fille qui, à 10 ans, mourait d'une leucémie. Eh bien, chaque rosier coûte 20 francs. On peut se le procurer chez les pépiniéristes ou bien à la Ligue contre le cancer. Le loto, avant la page sportive, la combinaison des 6 numéros gagnants, je le dis doucement, le 6, le 16, le 21, le 3, le 49 et le 36, numéro complémentaire, le 29. La Transat française, une route déjà difficile pour les solitaires, notamment pour Marc Pajot, qui a décidé d'abandonner dans des conditions très périlleuses, puisque son catamaran est complètement immergé, il est en train de couler, son flotteur gauche en tout cas est très endommagé. La Marine nationale a même envoyé l'un de ses avions pour maintenir le contact en permanence avec Marc Pajot. En tête de la course, en principe, toujours Olivier de Kersauzon et puis le Canadien Birch. Voilà, avant de vous laisser regarder France-Espagne, la météo, aujourd'hui, nuages, soleil et éclaircies. Demain, jeudi donc, le temps doux continuera, nuageux sur l'ouest, quelques pluies sur le nord et puis brumeux sur l'ouest.
Soleil l'après-midi sur l'ensemble du pays. Température en hausse. 23h05, l'heure de votre dernier journal présenté par Gérard Rolls. Ainsi s'achève votre actualité du 8 novembre 1978. Bonne soirée à tous, bon football et à demain.